Bonjour à tous, je m'appelle Laure, je suis guide bénévole pour Héritage Montréal depuis 10 ans et aujourd'hui je vais vous présenter un architecture virtuelle sur les premières écoles de Montréal. Donc les bâtiments que l'on voit dans ces circuits sont aussi bien des écoles primaires, des universités, des écoles spécialisées et ils illustrent tous à la fois l'évolution des techniques d'enseignement et l'histoire des communautés dans lesquelles ils s'inscrivent. Le circuit d'aujourd'hui va nous amener dans le Vieux-Montréal à la découverte des premières écoles et dans le faubourg Saint-Laurent qui se développe juste au nord de la vieille ville au début du 19e siècle et qui se trouve aujourd'hui au cœur du quartier chinois. En Nouvelle-France, l'éducation est aux mains des instances ecclésiastiques. Les premiers bâtiments que l'on va voir dans le circuit illustrent le rôle des premières communautés religieuses qui arrivent à Montréal et qui vont participer à la naissance et au développement de Montréal qui s'appelle alors Ville-Marie. On va se déplacer au coin des rues Saint-Laurent et Le Royer pour voir l'emplacement d'une des toutes premières écoles de Montréal. La toute première école de Montréal est ouverte par Marguerite Bourgeois en 1658. En 1925, on installe ici une première plaque, donc au coin des rues Saint-Laurent et Le Royer, pour commémorer l'emplacement supposé de cette première école. Alors le bas-relief ici est vraiment très intéressant parce qu'il illustre le projet assez avant-gardiste de Marguerite Bourgeois qui offre un enseignement gratuit aussi bien aux filles qu'aux garçons, aux enfants des premiers colons comme aux enfants autochtones, quelle que soit la condition sociale, le niveau de richesse des enfants. Elle va aussi former de nouvelles enseignantes pour pouvoir ouvrir de nouvelles écoles et elle va aussi accueillir les filles du roi lorsqu'elles arrivent quelques années plus tard. Des recherches récentes ont permis d'identifier l'emplacement exact de la première école qui ne se trouvait pas au coin de Le Royer et Saint-Laurent, mais au coin de Saint-Dizier et Saint-Paul. Et justement, dans les années 70, on installe une nouvelle plaque pour signifier l'emplacement réel de l'école qui se trouvait donc ici en arrière de moi. Cette première école n'est pas un bâtiment construit comme tel. En fait, Marguerite Bourgeois s'installe dans une étable. Elle fait la classe au rez-de-chaussée et habite au premier étage. Seule une échelle permet d'accéder au logement. En 1668, elle se fait construire une vraie école que l'on connaît aujourd'hui, c'est la Maison Saint-Gabriel dans Pointe-Saint-Charles. On va tout de suite se diriger vers la place d'Armes pour découvrir notre prochain arrêt qui illustre le rôle important d'une autre communauté religieuse, les Sulpiciens. Après Marguerite Bourgeois, ce sont les Sulpiciens qui vont jouer un rôle important dans le développement de l'éducation en Nouvelle-France. Ils fondent en 1666 une première école pour garçons sur la place d'Armes, en face de l'église Notre-Dame. En 1685, les Sulpiciens construisent le vieux séminaire de Saint-Sulpice. Sur les plans de Dollier de Casson, le bâtiment servait à la fois de presbytère, de manoir seigneurial et de lieu de formation pour les prêtres. À l'origine, le bâtiment ne comprenait que la partie centrale et les ailes sont ajoutées en 1710. Le portail est construit en 1740. C'est vraiment un bâtiment magnifique de 3 étages, construit en moellon et pierre grise autour des ouvertures. La façade adopte une composition classique avec des ouvertures placées à intervalles réguliers et symétriques et le portail central surmonté d'une grande horloge et d'un clocheton. Le tout, avec des dimensions imposantes, donne le caractère institutionnel au bâtiment. En avant du bâtiment, on trouve une cour d'apparat qui ressemble vraiment aux hôtels particuliers français de l'époque. Dans les années 1840, les Sulpiciens vont prendre en charge la formation des prêtres de tout le diocèse de Montréal qui a bien grandi depuis les débuts de la Nouvelle-France. En 1848, ils ont le projet de construire un grand séminaire et pour cela, ils veulent détruire le vieux séminaire de Saint-Sulpice qu'on vient de voir pour le remplacer par un nouveau bâtiment qui doit accueillir les résidences et les lieux de formation des prêtres. Donc la conception et la direction du projet sont confiées à John Hostel. La première partie du projet est complétée en 1850, mais finalement, les Sulpiciens décident d'arrêter le projet ici et de construire le grand séminaire sur la rue Sherbrooke, là où il est installé actuellement. La nouvelle aile construite servira de presbytère à la paroisse Notre-Dame. Donc en 1985, l'ensemble des bâtiments est classé monument historique
Et aujourd'hui, les bâtiments sont encore utilisés comme lieu de résidence pour les Sulpiciens. À l'arrière se trouve un jardin qui est un peu un secret insoupçonné du Vieux-Montréal parce que dans le fond, on n'a accès que de l'intérieur du bâtiment. Il n'y a pas d'accès extérieur. Donc, on va maintenant se diriger vers la place Jacques-Cartier. Les Sulpiciens vont aussi jouer un rôle important dans le développement de l'enseignement secondaire. En 1767, le Sulpicien Jean-Baptiste Curateau fonde à Longue-Pointe la première école vouée à l'enseignement secondaire pour les garçons à Montréal. Alors en 1773, l'école déménage dans le château de Vaudreuil qui se trouvait sur l'actuelle place Jacques-Cartier. On peut voir encore les traces du château qui sont marquées par des tuiles noires au sol un peu au sud de la place Jacques-Cartier. C'était l'hôtel particulier de Philippe de Vaudreuil qui a été construit en 1723. En 1773, il est transformé en collège, le collège Saint-Raphaël. Il abritait une bibliothèque, des classes et un jardin entouré de murailles. Le bâtiment est détruit dans un incendie en 1803. Il déménage ensuite au petit séminaire qui est construit au coin des rues Saint-Paul et Saint-Henri dans le faubourg des Récollets, à l'ouest de McGill. Petit à petit, d'autres congrégations religieuses vont venir s'installer à Montréal et vont fonder leurs écoles et leurs établissements. Donc, on va tout de suite se déplacer vers la place Diouville où on va découvrir justement l'apport des frères Charron. En 1694, les frères Charron fondent l'hôpital général de Montréal qui se trouve juste derrière moi. Ils vont ensuite annexer une école pour les orphelins et fonder la première école d'arts et métiers de la colonie de la Nouvelle-France. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, peu d'enfants fréquentent les écoles. Après la conquête, le gouvernement britannique va pourtant s'intéresser à l'éducation comme un outil pour diminuer l'influence française et l'influence de l'Église catholique. La première grande loi scolaire prévoit la création d'un réseau d'écoles neutre sur le plan religieux. Et c'est dans ce contexte que va être construit notre prochain arrêt. Donc nous allons sortir du Vieux-Montréal pour nous diriger vers la rue La Gauchetière qui se trouve au cœur de l'ancien faubourg Saint-Laurent. On est au début du 19e siècle. La petite ville de Ville-Marie commence à être à l'étroit dans ses murailles et des faubourgs commencent à se développer à l'est, au nord et à l'ouest. La British and Canadian School est construite en 1822 sur les plans de James O'Donnell, un grand architecte à qui l'on doit notamment l'église Notre-Dame. Le bâtiment originel était construit sur 2 étages, en pierre de taille, avec 7 grandes fenêtres le long de la façade. Le toit en croupe était surmonté d'une lanterne octogonale. L'école s'inscrit dans l'esprit de la première loi scolaire puisqu'elle devait offrir une éducation non confessionnelle et gratuite aux enfants de la classe ouvrière. L'idée était de créer un pont entre les cultures francophones et anglophones. Les élèves apprenaient grâce à un système qui s'appelait l'école mutuelle. Le maître enseignait aux plus grands qui étaient ensuite responsables d'instruire les plus jeunes. Alors malheureusement, la mixité sociale est un échec dans l'école. Après la rébellion des Patriotes en 1837, les parents francophones vont enlever leurs enfants de la British and Canadian School. Pour pallier à l'échec de cette première loi scolaire, le gouvernement va ensuite créer les commissions scolaires autonomes. À Montréal et à Québec, ils en créent 2, une commission scolaire catholique et une commission scolaire protestante dont va dépendre justement la British and Canadian School. L'école est agrandie en 1874. On peut voir encore les pierres d'angle du mur extérieur qui marquent les limites du premier bâtiment. On ajoute à cette occasion un étage et un toit en fausse mansarde. Donc l'école ferme ses portes en 1894 et le bâtiment est ensuite transformé en entrepôt. Dans les années 70, elle est rachetée par l'usine Wings qui fabrique des nouilles et des biscuits et l'usine est encore en fonction aujourd'hui. Le bâtiment demeure le plus ancien édifice encore debout, construit afin d'être une école. Toutes les écoles que nous avons vues aujourd'hui sont des pionnières. Elles illustrent les balbutiements de l'éducation en Nouvelle-France et la naissance d'un système éducatif.
Durant la deuxième moitié du 19e siècle, ce système éducatif va se structurer avec l'apparition notamment du ministère de l'Instruction publique en 1868. Peu à peu, tout un réseau d'écoles va se développer en suivant l'urbanisation de l'île de Montréal. Et des modèles architecturaux vont être créés et adoptés pour répondre aux nouvelles normes éducatives. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette architecture virtuelle sur les premières écoles de Montréal. N'hésitez pas à suivre l'actualité d'Héritage Montréal sur nos réseaux sociaux.